Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Cette semaine, la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale a poursuivi ses auditions. Mardi, les sénateurs ont entendu Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France. Audition que je vous propose de suivre tout de suite. Monsieur Christian Noyer, donc gouverneur de la Banque de France, merci d'être parmi nous. Nous avons tous, et notamment à cause de la séance, des obligations à 18 heures. Donc cette audition va être réduite dans sa durée, mais pas dans son intensité. Donc, devant la commission d'enquête, vous devez prêter serment. Donc, je vous rappelle que toute information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête peut être divulguée ou publiée qu'en cas de faux témoignage. Elles sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Monsieur Christian Noyer, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Très bien, je vous remercie. Je vais donc passer immédiatement la parole à notre rapporteur. Bien, merci Madame la Présidente. Monsieur le Gouverneur, excusez-nous de bousculer un peu le timing, mais on s'est un peu attardé sur les auditions précédentes et nous avons effectivement des engagements impératifs à 18 heures. Donc voilà, vous connaissez l'objet de cette commission d'enquête. D'ailleurs, les personnes qui vous accompagnent ont déjà eu l'immense bonheur de participer à une audition précédemment. Donc nous sommes bien sur le sujet de l'évasion fiscale, du rôle des banques, des acteurs financiers au sens général, les zones offshore, etc., et la supervision également. Voilà. Et donc, en premier lieu, je souhaiterais revenir sur les expériences, employons ce terme général, de la Banque de France relativement aux zones offshore, qui jouent un rôle évidemment essentiel dans la finance internationale aujourd'hui. Les exemples sont multiples. Donc, je souhaiterais que vous nous indiquiez quelle importance vous leur attribuez d'un point de vue à la fois quantitatif et qualitatif. Évidemment, cette question est générale, mais peut-être est-il possible d'y répondre en se centrant sur l'appareil bancaire et financier français, dans un premier temps. À cet égard, que vous inspire la cartographie des groupes financiers français? Et enfin, quelle responsabilité l'activité bancaire et financière qui s'est développée assez fortement dans ces zones non régulées porte-t-elle dans la crise financière démarrée maintenant il y a 5 ans et non encore abouti dans ses effets? Voilà, une première série de questions un peu générales, Monsieur le Gouverneur, mais qui permettront de planter un peu le décor. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur de vos questions. Donc, je pense qu'effectivement, je pourrais répondre de façon assez rapide et précise à vos questions, puisque vous avez eu, je crois, un assez long cadrage général et l'opportunité de poser beaucoup de questions à Madame Nouy, la secrétaire générale de l'ACP. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être couvertes par cela. Bon. L'une des difficultés que j'ai, c'est que en réalité, si on avait un monde de pays normaux et un monde de zones offshore qui avaient tous les défauts de faible régulation, caractéristiques d'un paradis fiscal, etc., le monde serait simple et on verrait bien que les banques n'iraient dans ces zones que pour des activités pas forcément au cœur du financement de l'économie. Évidemment, quand on couvre des pays qui sont des pays importants économiquement pour l'Union européenne, pour l'Europe, pour notre économie, pour nos exportateurs, comme la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg et bien d'autres, il est évident que je ne peux pas donner une réponse uniforme à vos questions. Alors, quelle importance quantitative et qualitative? Si on parle de certains pays comme ceux que j'ai cités qui ont vraiment un rôle économique majeur, la Suisse est un des plus grands pays d'exportation pour les industriels français. Donc il est clair que c'est un pays qui a énormément d'importance économique et qu'il est normal que les banques françaises accompagnent les entreprises françaises. Bon, on sait bien qu'en Suisse, on peut avoir d'autres types d'activités, mais si on prend l'activité gestion de fortune à laquelle vous pensez probablement, quand des
des résidents de France, ou d'ailleurs c'est vrai pour d'autres grands pays européens, souhaitaient aller en Suisse pour des raisons qu'on peut imaginer. Ils ne faisaient pas appel normalement, le plus souvent, à des banques de leur propre pays. Et donc la gestion de fortune concerne plutôt des clientèles qui sont des clientèles d'autres régions du monde et qui peuvent éventuellement venir en Suisse, parce que j'ai pris cet exemple, dans la plus parfaite légalité des pays concernés, pour des raisons diverses et variées de diversification, de gestion et de patrimoine. Mais ça peut être tout à fait légal. Quand on pense à des zones qui sont... Et par ailleurs, il est clair que la réglementation et le contrôle prudentiel dans un pays comme la Suisse sont parfaitement assurés. C'est un des pays les plus exigeants en matière de réglementation prudentielle et de contrôle prudentiel. Donc, en ce qui nous concerne, il n'y a pas d'inquiétude particulière, sauf à nous assurer, ce que nous faisons d'une façon générale, et Mme Douay a dû vous expliquer cela tout à fait en détail, que nous accordons énormément d'importance, conformément au texte dont nous veillons à l'application, à ce qu'il y ait bien dans les banques françaises un contrôle centralisé de l'application des réglementations et de l'application des règles anti-blanchiment, par exemple, et du contrôle des risques d'une façon générale. Quelle importance ont des pays qu'on considère plus souvent comme des paradis fiscaux, certains pays des Antilles par exemple, assez peu, sauf pour des raisons historiques et juridiques sur des créneaux très particuliers comme le financement des navires, parfois le financement des avions, pour des raisons que je pense les banquiers privés vous expliqueraient mieux que moi, mais ce sont des créneaux très spécifiques. L'activité des banques françaises dans ces zones, en dehors de ces créneaux très spécifiques et qui sont devenus des espèces de spécialités économiques, est extrêmement faible. Dernière question, quel est le rôle joué par ces zones non régulées dans le déclenchement de la crise financière? À vrai dire, j'ai le sentiment qu'il n'est pas très important. La crise financière est née d'une façon générale de l'accumulation de leviers trop importants, d'endettement trop important des acteurs, suivant les pays, des particuliers, des entreprises, des systèmes bancaires, trop de transformations, trop de dettes par rapport aux fonds propres mis, quels que soient les types d'acteurs, et donc sur une construction qui était fragile, la diffusion de produits innovants complexes, mais qui n'étaient pas cachés, qui n'étaient pas fabriqués dans des lieux secrets non réglementés, c'est bien aux États-Unis, dans des secteurs faiblement réglementés, que se sont développés les fameux conduits qui comprenaient beaucoup d'actifs financiers, dont des instruments CDO qui étaient fondés sur notamment le risque de crédit sur, au fond, des prêts sociaux au logement, on appellerait ça comme ça en Europe, mais qui étaient construits d'une façon tellement opaque que en réalité la répartition du risque que cela était censé permettre a abouti à une suspicion généralisée sur la valeur des actifs et donc au déclenchement d'une crise de liquidité, puis au blocage des marchés monétaires et des refinancements entre banques, et ensuite à l'enchaînement que nous avons connu. Mais c'est bien dans un pays particulièrement développé, supposé avoir des réglementations de qualité, que des poches non réglementées ou mal surveillées ont permis l'accumulation de ces instruments qui ont été le déclencheur de la crise. Donc en fait,
Moi, j'en tire comme conclusion que ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de progresser tous ensemble et au niveau international pour boucher les trous, faire en sorte qu'on ne laisse pas échapper des pans entiers d'activités financières à des règles qui soient aussi communes que possible et à une surveillance qui soit aussi harmonisée que possible. Et évidemment, dans cet effort, dans cette construction, on a un risque s'il y a des zones qui sont non réglementées ou sous-réglementées, non surveillées et qui sont prisées parce qu'elles sont attractives d'un point de vue fiscal. Là, on a effectivement des risques et donc il est entièrement légitime, plus que légitime, que les États s'unissent pour essayer d'éradiquer ces zones de sous-réglementation et de sous-fiscalité, même si il est difficile de dire qu'elles aient joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la crise. Justement, à ce propos, est-ce que la titrisation, qui a été un phénomène moteur de cette crise financière, n'a pas pu se développer beaucoup plus aisément dans les paradis fiscaux, compte tenu de l'opacité qui y règne? L'expérience que nous avons eue, je crois, c'est que la titrisation s'est développée notamment aux États-Unis au grand jour, qu'il n'y a pas eu en réalité de frein suffisant mis à la sophistication des produits, à leur complexité et à leur opacité. La titrisation en soi peut être la meilleure chose du monde. Nous travaillons aujourd'hui avec les grandes banques de la place essayer de mettre au point d'ici très peu de temps, d'ici l'automne pour la rentrée, un produit de titrisation qui sera un produit de titrisation de créances sur les PME, qui pourrait être à la fois un instrument d'investissement pour les compagnies d'assurance. Donc ce sont des crédits, l'idée ce sont des crédits aux PME mis en place par des banques qui en conserveraient une partie, qui en titriseraient une partie. Ce serait un instrument tout à fait transparent. On pourrait faire la liste des crédits aux PME. Ces crédits reçoivent une note donnée par les services de la Banque de France et donc on saurait quelle est la nature du risque, son évolution. On pourrait savoir exactement quelles sont les PME financées. Ce serait donc un instrument d'investissement, comme je le disais, qui pourrait être utilisé par les compagnies d'assurance, comme le gouvernement souhaite développer leur capacité de financement des PME. Ça pourrait être un instrument d'investissement de SICAV, de différents types de produits d'investissement. Ça, c'est vraiment la titrisation dans son bon aspect. Et nous avons essayé au niveau de l'eurosystème, la BCE de l'eurosystème en général, de favoriser la renaissance d'une titrisation simple, transparente, ce que les anglo-saxons appellent parfois vanille, c'est-à-dire une chose qui est un produit simple et d'une seule couleur. Dont on peut mesurer le risque et qui permet effectivement de contribuer au financement de l'économie. Et là où la titrisation devient dangereuse, c'est quand il y a des produits très différents, que personne ne sait exactement comment la composition est faite, quand on fait des produits qui eux-mêmes complexes, qui eux-mêmes incorporent au premier niveau des produits complexes, dans ce qu'on a appelé les CDO de 2e degré, de 3e degré, et à la fin, on a quelque chose qui se vend et qui s'achète, dont il est extraordinairement difficile de connaître la composition et la vraie valeur. Et c'est ça qui a été la grande étincelle de la crise. Mais ça s'est développé, ces produits complexes se sont développés au grand jour à New York. Donc c'est simplement parce qu'il n'y avait pas les réglementations nécessaires ou la supervision nécessaire que ça puisse se développer comme cela. Monsieur le gouverneur, vous êtes donc, en tant que gouverneur, également président de l'ACP, que nous avons auditionné tout à l'heure. À quelle limite de la transparence des grands groupes financiers multinationaux avez-vous été confronté dans cette activité ? Je ne pense pas qu'il y ait de limite à la transparence dès lors que les choses sont, que ce que nous cherchons à savoir rentre bien dans nos attributions. Donc quand il s'agit
prenons un groupe qui a son siège, son origine en France. Je pense que nous obtenons tout ce que nous voulons savoir, à la fois sur toutes ces activités en France, sur toutes les activités des succursales de l'Union européenne, ou donc dans l'espace économique européen, puisque nous sommes responsables du contrôle même de chacune des entités, hein, même de ces succursales, même quand elles sont situées ailleurs. Lorsque nous sommes en présence de succursales en dehors de l'espace économique européen ou de filiales, là il faut distinguer entre ce que nous pouvons et ce que nous exigeons, bien sûr, pour pouvoir asseoir notre contrôle consolidé, qui est une représentation fidèle des risques pris. Et puis le détail des opérations qui relèvent des superviseurs locaux. Alors, ce que nous avons, ce sur quoi nous nous sommes concentrés, et nous en avons les moyens dans la réglementation, c'est de veiller à ce que tous les groupes aient un contrôle centralisé des risques et un contrôle centralisé des procédures. Quand je dis les risques, ça comprend non seulement les risques de contrepartie, de crédit, les risques de taux, de change partout, mais également les risques de conformité. Donc le fait de ne pas de se donner les moyens de savoir si une filiale ou une succursale quelque part dans le monde se livre à des activités qui seraient des activités qui leur font courir un risque non seulement d'image, mais de reproches et de condamnation. C'est évidemment un risque qui doit être pris en compte, qui doit être couvert. Donc nous veillons à ce qu'elles aient des systèmes de contrôle des risques qui couvrent bien tout. Et je n'ai pas le sentiment que nous nous soyons jamais heurtés à des refus. Mais évidemment, nous demandons des choses qui sont ce que la loi nous permet de demander. Et nous avons le sentiment que ce que la loi nous permet de demander, ou la réglementation nous permet de demander, et ce que nous pensons obtenir effectivement, nous suffit à contrôler les risques pris par l'ensemble des banques. Alors, bien entendu, l'histoire a démontré qu'avec les meilleurs systèmes de contrôle, on n'était jamais sûr de voir absolument tout, pour la simple raison que même si la gendarmerie est très efficace et même si le code de la route est extrêmement précis, il est impossible de s'assurer qu'on n'aura jamais un chauffard qui, sans permis de conduire, qui va prendre illégalement le volant d'une voiture avec un degré d'alcoolémie excédant de beaucoup ce qui est permis et provoquer un accident, parce qu'on ne peut pas avoir un gendarme dans chaque voiture. Mais ceci étant, notre sentiment est que nous n'avons pas de limite réelle qui serait un obstacle à notre contrôle. Nous avons eu une petite difficulté non prévue, qui est la suivante. Dans un certain nombre de cas, puisque pour vérifier la réalité du mécanisme de contrôle des risques, de gestion des risques, de remontée d'informations vers la maison mère, y compris sur les questions de lutte anti-blanchiment, sur les questions de conformité, nous avons besoin de faire par sondage des contrôles sur place. Dans certains cas, ces contrôles sur place se font dans le cadre d'un accord international, il en existe quelques-uns, et donc ça ne pose aucune difficulté puisque c'est prévu expressément par la loi depuis longtemps. Dans certains cas, il n'y a pas de tel accord, et donc nous avons pris l'habitude de demander l'autorisation au superviseur local de conduire une enquête ciblée sur ce que nous souhaitions vérifier. Et dans la plupart des cas, nous obtenons des réponses favorables, y compris dans des territoires dont certains figurent dans la liste que vous aviez dressée, comme les grandes places financières asiatiques, Hong Kong, Singapour, ou certaines places des Antilles. Enfin, dans la plupart des cas, nous avions une réponse favorable. Et puis on a eu un cas où, sur la base des résultats d'une enquête, nous avions initié une procédure, l'ACP avait initié une procédure de sanctions
La commission des sanctions a jugé que nous n'avions pas la base juridique nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué au gouvernement que nous souhaitions avoir une base juridique qui nous permette de couvrir cela. Et le gouvernement a proposé au Parlement, dans la loi qui est en délibération devant votre Assemblée, la loi bancaire, la disposition qui nous permettra de continuer à faire cela, mais le faire avec une base juridique incontestable. Quelle est la collaboration des superviseurs locaux dans les pays où est implanté le secret bancaire? Comment ça marche dans ces conditions-là? Dans les pays qui ont une réglementation et un contrôle sérieux et exigeant, nous ne rencontrons aucune difficulté, puisque ce que nous recherchons, ce sont les procédures en place, les mécanismes de surveillance des risques, la montée d'informations, la solidité des différentes filiales et succursales. Et encore une fois, si vous prenez la Suisse, par exemple, les exigences en matière de fonds propres, en matière de contrôle des risques, sont tout à fait au meilleur standard international. Donc, pour la tâche qui est la nôtre et l'objectif qui est le nôtre, nous n'avons pas rencontré de difficultés. Il faut aller dans des petits territoires où l'autorité de contrôle est assez faible pour être confronté parfois à des cas où on a l'impression que les informations, pas forcément par mauvaise volonté, mais les informations possédées par le superviseur ne sont pas forcément extraordinairement précises. Et ça peut être des cas où, si l'importance est significative, si l'importance des activités est significative, nous souhaitons aller voir pour être sûr qu'il y a en réalité un contrôle des risques qui est bien fait, une remontée d'informations sur ces prises de risques et plus généralement sur le fonctionnement de la filiale ou succursale qui est suffisante vers la maison mère. Une dernière question avant de passer la parole à mes collègues éventuellement sur l'appréhension de la crise financière de ces dernières années. Est-ce que vous diriez que la responsabilité des banques est directement engagée de par certains manquements au respect des règles prudentielles, par exemple? Quelle est cette responsabilité à vos yeux et quelles mesures ont pu être prises concrètement pour garantir la non-survenue d'une nouvelle crise dans les années qui viennent ou très prochainement éventuellement? Comment appréhendez-vous ce point, Monsieur le Gouverneur? Je pense que prioritairement, la réglementation n'était pas suffisamment adaptée. La crise nous a montré d'abord, ça a été en partie une crise de liquidité, où la liquidité s'est bloquée. Nous avions en France une réglementation de la liquidité, elle existait dans certains pays, c'était purement national, il n'y avait pas de règles internationales. On peut discuter pour savoir si elle était suffisante et les règles internationales vont être plus rigoureuses que celles que nous avions. Mais enfin, nous en avions une qui a relativement bien fonctionné, mais il y avait un certain nombre de pays qui n'avaient aucune règle. Et là, on a vu que cette insuffisance constituait un risque majeur. Deuxièmement, l'expérience nous a montré que les exigences de capital ne donnaient pas un coussin suffisant. Les règles internationales, d'abord, elles n'avaient pas été entièrement transposées dans certains pays. Aux États-Unis, elles n'avaient pas été transposées. Les règles de Bâle II. Mais les Américains avaient par ailleurs d'autres règles, mais qui, en réalité, partout, les coussins de capital demandés étaient insuffisants. Et notamment insuffisants au regard de certaines opérations, comme les opérations de marché ou la titrisation. Et donc, tout l'effort qui a été conduit ces dernières années par le G20, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle et beaucoup d'autres, tout ça est un continuum, a consisté à relever les exigences, à créer des exigences de liquidité internationale, à relever les exigences de solvabilité, relever notamment le poids
des opérations dans les demandes de fonds propres, s'agissant d'opérations de marché ou d'opérations risquées, à développer le contrôle. Alors, il y a des pratiques, on peut dire, les banques avaient ces pratiques qui étaient dangereuses, mais il est vrai que nous n'avions pas de règles, ni nationales ni internationales, qui les empêchent d'aller dans cette direction. Donc, je pense par exemple aux politiques de rémunération. Il est clair que le développement de rémunération variable, de bonus, pour parler langage habituel, qui était fondé sur la rentabilité immédiate d'opérations. Et on sait bien qu'une façon de faire des profits immédiats importants, c'est de prendre beaucoup de risques. Évidemment, l'image est différente quand on regarde quelques années après la réalisation des risques et donc les pertes qui sont à mettre au regard des profits. Quand les rémunérations sont alignées sur les profits et ne tiennent pas compte des pertes éventuelles futures, on a un risque de déformation de la structure des opérations. Il est clair que tout l'effort qui a été fait pour mettre des règles internationales sur ces rémunérations variables, obliger à ce qu'il y en ait une partie différée, une partie réglée en action de la banque, qui donc intéresse aux résultats, pas seulement aux profits, mais aux pertes éventuelles, pour limiter donc le biais à la prise de risque ou le contrecarrer. Ça, c'était très important. Donc les banquiers ont été un peu imprudents, les réglementations étaient absentes dans ce domaine, et on a vu à l'expérience que c'était une mauvaise chose et qu'il fallait le corriger. Il y a sans doute des pays où les risques pris par les banques ont été beaucoup plus excessifs qu'ils n'ont été en France, notamment parce que certains pays n'avaient pas l'habitude d'avoir une supervision très intrusive comme nous avons en France, et parce que il y avait des domaines sur lesquels ils pensaient que le jeu des forces du marché rééquilibrait automatiquement les choses. Nous avions la réputation, nous n'étions pas les seuls d'ailleurs, mais nous avions la réputation avant la crise d'être plutôt une autorité de contrôle tatillonne et empêcheur de tourner en rond, si j'ose dire. Je veux dire que je n'ai plus du tout entendu ce reproche après le déclenchement de la crise par aucune des banques que nous surveillons. Je pense qu'ils ont a posteriori en tout cas apprécié le fait que, et je ne dis pas ça pour dire que nous n'avons pas commis l'erreur, hein. Tout le monde a sous-estimé les vulnérabilités du système, mais il y a quand même eu beaucoup moins de problèmes chez nous qu'il y en a eu dans beaucoup d'autres pays. Oui, je vais passer la parole à Corinne Bouchoux. Ensuite, j'aurai une question à vous poser. Nous allons les poser, si vous le voulez bien, toutes les deux ensemble. Comme ça, vous pourrez y répondre globalement. Et puis, je repasserai la parole à notre rapporteur. Monsieur le gouverneur, nous revenons donc en saison 2 suite à nos travaux de l'an dernier. Est-ce que je me demandais s'il n'y avait pas un paradoxe à une quête de transparence et de cerner au plus près les systèmes et l'ingénierie de la fraude et de l'évasion fiscale. Et d'un autre côté, nous avons vu cela dans la presse il y a 8 jours, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde sait tout sur chacun. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, quelque part un paradoxe qui fait que la situation est connue de tout le monde, mais que pour des raisons du savoir-vivre ensemble et puis dans l'intérêt des affaires, tout le monde continue à mettre la couverture, ou je dirais la casserole sur la cocotte minute pour essayer le couvercle sur la cocotte minute pour essayer d'éviter un grand déballage. Il y a quand même eu ces derniers mois des révélations dans la presse, des listes qui ont circulé, etc. Donc, est-ce qu'en gros, vous pensez qu'on est allé au bout du déballage et qu'on va pouvoir passer à une autre ère, ou on est encore dans une époque délétère où on va être à la merci, comme ça, de révélations, de rebondissements, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé, en gros, depuis l'an dernier? C'est ça ma question. Oui, monsieur le gouverneur, moi, j'ai une question un peu plus prosaïque, qui est un peu toujours la même. Avec toujours le même type d'exemple qui est Inside Job, qui est évidemment le nec plus ultra de la décomposition ou de l'autopsie de la crise. Croyez-vous qu'on ait avancé en matière de règlement des conflits d'intérêts, parce que nous avons dans cette maison en ce moment même
un texte sur la prévention des conflits d'intérêts et les déclarations d'intérêts, et ça c'est quand même majeur, puisqu'on a vu aux États-Unis les dégâts que ça avait occasionné avec un mélange des genres entre les parlementaires, les gouverneurs et les grands financiers, y compris Goldman Sachs qui gouverne le monde selon un ouvrage désormais connu et diffusé. Donc, comment pensez-vous qu'on puisse régler, peut-on le régler mieux, les conflits d'intérêts qui sont quand même au centre d'un certain nombre de difficultés? Et il ne nous a pas échappé que nous avons entendu il y a quelques semaines Dominique Strauss-Kahn qui, lui, nous a expliqué qu'au Fonds monétaire, ils avaient quand même évalué le besoin en refinancement des banques, y compris des banques françaises, à un niveau beaucoup plus important que celui qui avait été annoncé. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, la situation est totalement apurée en ce qui concerne, en tous les cas, le système français et européen? Merci. Sur la question du paradoxe et du couvercle, nous avons progressivement, ça ne date pas de la crise, on avait commencé avant, nous avons fait énormément de progrès dans le monde des superviseurs sur les échanges d'informations. Les échanges d'informations, alors ils ne sont pas automatiques complètement, encore qu'il y a des choses qui sont partagées, mais en tant que de besoin, nous échangeons des informations, nous pouvons faire des enquêtes des contrôles sur place, j'évoquais cela. J'ai l'impression que ce qui est en train de se construire, et que je trouve pour ma part complètement logique et nécessaire, parce que c'est comme ça que nous avons réagi dans le monde de la supervision et pour la détection des risques et le contrôle global de la vulnérabilité des groupes financiers, des groupes bancaires, c'est justement de procéder à des échanges d'informations, une coopération active. Et c'est la seule façon, en réalité, de croiser les informations et d'avoir une image fidèle de ce qui se passe. Alors bon, notre domaine est d'une certaine façon plus facile puisque nous nous intéressons à des entités, à ce qu'elles font. On n'a pas des millions d'entités devant nous. Nous avons des centaines d'entités entreprises en quelque sorte, de groupes parfois complexes, qui est très complexe, mais enfin c'est quand même limité. C'est peut-être une tâche encore plus difficile en matière fiscale, puisqu'on a affaire potentiellement pas seulement à des groupes, hein, il y a aussi des fraudes fiscales, certains montages célèbres, comme les carousels de TVA, mais potentiellement à des individus. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment la seule voie de progrès. Et donc, je pense que c'est ça qui change récemment, c'est de voir qu'il y a une véritable prise de conscience et un mouvement général. Et à partir du moment où les États-Unis et l'Union européenne, ou les grands pays de l'Union européenne sont d'accord pour aller dans une direction, c'est vrai que si les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce que j'ai vu en matière de réglementation prudentielle, c'est que c'est un mouvement qui submerge assez vite tout le monde parce que il est difficile d'y résister, sauf à se singulariser et à s'exclure du jeu économique mondial, se marginaliser en tout cas. Sur la question des conflits d'intérêts, je ne suis pas sûr de savoir très bien répondre à cette question. Je pense que c'est une question de pratique, de déontologie, de règles internes. Il se trouve que nous avons en France des autorités de contrôle, en tout cas l'autorité de contrôle prudentiel, je ne vais pas parler pour les autres, mais l'autorité de contrôle prudentiel, donc dans le domaine de contrôle des banques et des assurances, est une autorité qui est essentiellement constituée, enfin le secrétaire général, son bras actif, est essentiellement constitué d'agents statutaires de la Banque de France. Donc des gens qui sont comme des fonctionnaires, qui passent pour la majorité d'entre eux l'essentiel ou la totalité de leur carrière, en tout cas qui est à l'intérieur de l'univers de Banque de France, ou
quelques détachements au ministère des Finances ou ailleurs. Et donc vous avez une culture de service public et d'indépendance qui est tout à fait incontestable. Bon, tous les pays n'ont pas forcément la chance d'avoir cette tradition, ce statut, et les choses sont plus difficiles. Moi, je crois qu'il faut, dans chaque pays, traiter les choses de cette façon-là, avec des règles déontologiques, des règles de surveillance. Nous avons à la banque des règles déontologiques, comme on en a au sein de l'appareil d'État, qui sont très précises. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais ou qu'on n'a jamais d'accident, mais en tout cas, il faut avoir des procédures très précises, des règles, une surveillance des règles, des institutions, des déontologues, etc., pour suivre cela et s'assurer des règles sur le départ, des procédures avec une commission. Enfin, nous avons la même chose que ce qui a été mis en place au sein de l'État pour nous assurer que nous limitons au minimum les risques de conflit d'intérêts. En ce qui concerne les besoins de refinancement, je ne partage pas l'avis de Dominique Strauss-Kahn. Le FMI a toujours été assez pessimiste. D'ailleurs, en réalité, il était pessimiste d'une façon générale sur l'Europe. Quand on les poussait dans leur retranchement, ils étaient quand même plus pessimistes sur certaines zones en Europe. Et malheureusement, l'expérience a prouvé qu'en effet, il considérait, à juste titre sans doute, que notamment les conditions dans lesquelles des bulles immobilières s'étaient développées dans certains pays européens, je pense à l'Irlande, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Espagne, peut-être à d'autres, était un élément de fragilité qui n'était pas couvert suffisamment par des provisions et que donc pourrait amener des pertes et des besoins de recapitalisation, et l'histoire leur a donné raison sur ce plan-là. Mais d'une façon générale, l'idée de dire que les banques européennes sont moins capitalisées que les banques américaines, ce qui est assez à la mode aux États-Unis et au FMI, ne correspond pas à la réalité telle que nous l'analysons, à tort ou à raison. Quand nous regardons, par exemple, des mesures très frustres, l'effet de levier, quand on corrige des différences de normes comptables, on trouve un effet de levier qui est exactement le même quand on prend les 30 plus grandes banques américaines et les 30 plus grandes banques européennes. Aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il reste... ça ne dit rien sur la situation de 2 ou 3 petites caras ou 2 ou 3 petites banques ici ou là. Mais le système bancaire dans son ensemble, si l'Europe est sous-capitalisée, ça veut dire que les États-Unis sont aussi sous-capitalisés. Il y a aussi un consensus assez large dans le monde aujourd'hui pour dire que les banques américaines ont fait tout ce qui était nécessaire. Donc on ne peut pas dire l'un et son contraire. Et moi, je pense honnêtement que nous avons trouvé dans le monde d'aujourd'hui un équilibre qui est sans doute optimal entre le souci de recapitaliser très fortement les banques pour leur donner un coussin, une capacité de résistance, et donc en cas d'accident, d'être capable de surmonter l'accident sans faire appel aux contribuables, et puis l'objectif de ne pas demander trop de capital, parce que si on demande des ratios de capital trop élevés dans cette décennie, le résultat sera un risque de réduction du crédit, de réduction des bilans et donc de non-financement de l'économie. Et ça voudrait dire aggraver la phase de ralentissement mondial et rendre plus difficile la reprise. Je pense que nous avons trouvé, après beaucoup de tâtonnements, quelque chose qui est sans doute l'optimum. Je ne sais pas comment on jugera l'optimum en 2025, mais dans la décennie où nous sommes, personnellement, je recommande d'en rester là, sauf à ajuster sur des détails on peut toujours regarder de plus près tel type d'opération de marché, tel type d'activité. On a encore des choses à faire qui sont importantes, notamment sur les dérivés, notamment sur la compensation des dérivés, du maximum de dérivés OTC, ou le suivi, en tout cas dans des registres transparents pour tous les observateurs, pour tous les superviseurs de toutes les opérations, y compris celles qui sont faites sans compensation dans une chambre centrale, et le calibrage des exigences de marge qu'on mettra sur dérivés. C'est un travail qui n'est pas fini. L'empilement des dérivés d'une façon opaque a été, à mon avis, un des facteurs déclenchants de la crise, en tout cas de l'épisode Lehman Brothers, aussi important
que les CDO eux-mêmes ou les autres instruments complexes. Donc cette question est dérivée pour moi d'une importance extrême. Il faut absolument que nous ayons une réglementation, mais pour que ça fonctionne, nous avons besoin que ce soit une règle internationale. Elle est prête d'être mise au point. Je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons un système qui sera effectivement au point. Et la mise en œuvre pratique a déjà commencé avec la préparation des infrastructures nécessaires. Oui, donc je n'ai plus de questions, Monsieur le Gouverneur, puisque le temps malheureusement imparti est écoulé. Et désolé de bousculer ainsi le timing, mais donc les dernières questions figurent sur le questionnaire qui vous a été adressé. Donc bien sûr, nous serons satisfaits de recevoir vos réponses détaillées sur chacune de ces questions. Bien sûr. Voilà, je vous remercie. Bien sûr, merci. Du rapporteur frustre la Commission. Je ne doute pas que vous soyez tout aussi frustré, Monsieur le Gouverneur, mais le cas échéant, je pense que nous aurons d'autres occasions de nous revoir sur ce sujet qui n'est pas encore clos. Merci en tous les cas d'être venu jusqu'à nous. Toujours à la disposition de votre Commission. Merci, Madame la Présidente. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale. Si vous souhaitez revoir cette audition ou en savoir plus sur la commission d'enquête, c'est notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée à tous.